bonjour à tous. Alors, donc ça, ce tuto-là, il est pour faire suite un peu au tuto numéro 2, puisque c'est des sessions de la même période, c'est le même artiste, c'est pas le même morceau, mais c'est exactement les mêmes ingrédients. Donc on va réutiliser tout ce qu'on avait fait sur le tuto précédent, à savoir rajouter des samples, mais d'une manière sélective, sur un instrument mono, ce qui n'est pas évident parce que il faut isoler des sons par fréquence pour qu'ils se déclenchent uniquement eux. Et on va se pencher un peu sur un refrain où il y a pas mal de choses à faire, en dehors du trigging évidemment, puisqu'on va considérer que c'est acquis, notamment du travail sur les réverbérations, du travail sur les phases, les polarités, les équalisations des contrebasses, la mise en espace et des choses comme ça. Voilà, donc on va écouter le refrain brut. Donc là, il n'y a actuellement aucun effet, il y a juste des niveaux un petit peu qui ont été faits, des panoramiques. Donc, les percussions, on va se pencher un peu sur les deux percussions. Donc ça, c'est pas un caron en fait, je m'étais un peu enflammé sur la vidéo précédente. C'est une espèce de djembé qui a été pris d'un côté frappe main et de l'autre côté côté bas de la percussion. Donc forcément avec un décalage temporel entre les deux micros. Donc on va vérifier déjà qu'il n'y ait pas d'inversion de polarité trop marquée. Alors c'est très difficile à juger comme ça, à part si on met un inverseur de polarité et qu'on écoute la différence. Donc on va utiliser celui du Pro Tools, le Channel Strip, il y a ça dessus. Hop, il est là. Alors on va... Voilà, ça c'est donc ils sont pareils. Il a l'air d'avoir plus de grave quand même. Alors on va zoomer. Alors donc là évidemment on peut remarquer tout de suite que déjà il y a une inversion de polarité visible. Alors deux solutions, soit on l'inverse dans le plugin, soit on applique le fameux invert. Il y a ça dans tous les logiciels, hein. C'est juste pour inverser la polarité du sound file. Donc si je l'applique ici, boum, voilà, il a pris un autre sens. Donc là déjà ils sont en polarité identique. Et alors est-ce qu'ils sont calés tous les deux? Visiblement moyennement. Donc là on peut le faire manuellement. Hein, c'est pas du tout interdit. Essayer de trouver à peu près un endroit où ça match. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors écoutons. Bah, ça a l'air bien. On va les mettre au même niveau. Ok, il n'y a rien d'anormal. On perd pas de bas, donc c'est bien. Alors l'étape suivante, ça serait, comme on a vu sur le tuto numéro 2, en écoutant ce morceau, bon, on se rend compte que cette percussion, elle est quand même... Bon, on n'entend pas, elle n'est pas très détaillée là, parce qu'il n'y a aucune EQ qui est active. On en a presque envie d'épaissir un peu les coups forts avec le trig. Donc là, je l'ai fait... on va pas refaire toute la procédure puisque c'est exactement la même que dans le tuto numéro 2. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé, j'ai recopié cette piste là en haut, sur une autre piste vierge. J'ai isolé les coups qui m'intéressent. Bon, là, j'essaye avec un coup sur 4 pour gonfler un peu les temps forts. Et donc, j'ai inséré mon trigger.
Évidemment, en amont de mon sample, en aval de mon sample, j'ai équalisé un peu pour n'avoir que la partie grave. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mis un coupe haut et puis j'ai retaillé à peu près entre 100 et 125 Hz pour enlever ce côté-là. Voilà. Et renaissance basse, on l'avait aussi fait dans le tuto. Bon, c'est pour vraiment rajouter l'octave en dessous. C'est pour gonfler vraiment dans le bas. Voilà, c'est ça. Donc déjà, voir comme ça si ça marche. Ouais, on le sent vraiment bien. Alors, donc, revenons à notre percussion. Qu'est-ce qu'elle a, notre percussion? Elle a besoin de quoi? Elle est très terne, actuellement. Et il y a une note qui fait... Voilà, cette note-là, elle est un peu omniprésente. Surtout, elle va risquer de faire double... De faire du battement, en fait, avec la contrebasse. On peut écouter contrebasse et cette boucle, déjà. Bon, ça se marie pas très bien, donc l'idée, ça serait peut-être d'atténuer un peu cette fréquence-là. Donc avec un EQ relativement serré, en la cherchant, alors soit en balayant, soit en boostant, on peut faire comme on veut, soit au spectrographe, d'essayer de trouver cette note pour l'atténuer. Moi je l'ai trouvée, elle est à peu près vers 80 Hz. Voilà. Écoutons en solo. Donc ça c'est déjà intéressant. Et après j'utilise un deuxième EQ pour la rendre un peu plus claquante. Voilà. Sans rajouter de bas, un coupe haut. Vraiment pour rajouter de la brillance. Le côté, les doigts sur la peau. Voilà, c'est ça. Alors, entendu comme ça paraît toujours un peu violent, les boosts aigus, mais finalement, dans le mix, en général, ça trouve sa place. Donc, alors, je vais utiliser, ça on l'avait déjà vu aussi sur un tuto précédent, les reverbs de première réflexion. Alors ça c'est la première reverb que je mets toujours sur des instruments percussifs. C'est les localiser un peu dans un espace, dans une pièce, sans spécialement beaucoup les réverbérer. On va voir cette reverb. Alors la partie réflexion, elle est là. Voilà, si on n'écoute que le signal réverbéré, pardon, ça donne ça. Et évidemment, dans cette reverb, il y a également la reverb longue, la partie réverbération ici, qu'on peut rajouter ou pas, ou qu'on peut faire avec une autre reverb. En tout cas, les premières réflexions, on les a. Donc là, je suis parti sur 10 milli. On peut le reculer, enfin, ça joue vraiment sur le positionnement de l'instrument dans l'espace. Voilà. Si on retarde les premières réflexions. Voilà. Et la réverbération. Peut-être un peu trop prononcée. Donc là, celle-là, c'est une percussion plate avec un decay aigu plus de 2 secondes et un pré-délai nul. Mais on pourrait jouer sur un pré-délai en effet pour lui donner encore plus de profondeur, par exemple. Voilà. Là, je l'éloigne en fait avec le pré-délai. Voilà, là il n'y a pas de pré-délai. Donc ça c'est pas mal. Et alors la deuxième piste de la percussion, c'est percussion high. Donc ça c'est le micro qui est au-dessus. Donc là on comprend tout de suite puisque en fait le coup grave est très faible vu que le micro le capte moins. Donc ce coup-là est très très bas. Par contre, ce qui est très fort, c'est le côté peau, donc claquement avec la main. Voilà, c'est ces coups-là qui ressortent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éclairci un petit peu. Pas trop, mais
légèrement. J'ai laissé quasiment flat. Et j'ai essayé de placer ce son dans une room. Alors, il y a plein de logiciels qui simulent, en fait. C'est pas des reverbs, hein, c'est vraiment des acoustiques de lieux existants. Alors, ça existe chez Altiverb. Chez Universal Audio, il y a ce truc qui s'appelle Oceanway qui est vachement bien et qui permet de placer son instrument dans un espace. Donc, démonstration. Voilà, donc là, dry wet. Et puis là, c'est le son de mon instrument capté dans une pièce. Bon, là, j'ai pris un peu au hasard. Hein. L'histoire, c'était justement de simuler cette percussion comme étant dans un vrai studio et pas devant un micro comme ça, 3 cm. Donc ça marchait pas mal. À la suite de ça, alors comme il y a d'énormes crêtes, alors là, ça se voit directement en regardant les formes d'ondes. La partie du haut est très équilibrée, c'est-à-dire que le coup grave et le coup aigu sont relativement identiques. Par contre, la partie basse, les coups aigus sont un peu plus sauvageons. Donc j'ai calé un limiteur. Moi, c'est vraiment à titre préventif. Hein, ça limite quasiment rien. Hein, voilà. Et quelques petits coups qui vont être limités, alors peut-être de 1 ou 2 dB, 3. C'est un garde-fou, on va dire, pour éviter qu'il y ait des transitoires qui ressortent trop et qui sortent du mix complètement. Et donc sur cette deuxième piste, j'ai mis la même reverb que pas de première réflexion, puisqu'on est déjà dans un son de pièce, mais la reverb un peu aérienne, donc la lexicon, j'ai mis la même chose, à un niveau comme ça à peu près. Voilà, donc ça c'est la partie haute, ça c'est la partie micro en bas, et donc l'ensemble des deux, ça donne ça. Et si on rajoute le sub, voilà, là il y est. Ouais, peut-être un peu fort. Hein. On verra avec la basse, parce que là il paraît un peu fort, mais quand il y aura la contrebasse qui avoine un peu autour, c'est pas dit que ça gêne. Ça peut être suffisant. Donc on le laisse à ce niveau-là, et puis on verra plus tard. Alors l'élément suivant qui se rajoute à la boucle, on a un tambourin. Alors c'est des coups, ça joue sur certains coups. Ça a été rajouté après. Hein. Voilà. Évidemment, dans cette boucle parfaitement spatiale, le tambourin a besoin de spatialisation. Alors, il est un peu dark, donc faut pas hésiter à les sons comme ça, faut pas hésiter à les brighter un peu. Donc là, j'ai boosté 3 kg et puis l'extrême aigu avec un EQ Nive, mais ça peut se faire avec autre chose. Alors là, évidemment, on sent beaucoup mieux la vibration de la petite cloche du tambourin. Hein. Tout de suite, ça devient organique. Et par contre, on sent beaucoup mieux que c'est beaucoup trop fort. On va le baisser encore. Et le compresser un tout petit peu. Alors, voyons voir. Ah, il compresse, il mange un peu trop l'attaque. Ok, c'est pas mal. Et on peut lui mettre, alors là je l'ai mise carrément en insert sur le channel, hein, ça se fait pas en général, mais pourquoi pas, hein, tout est permis. J'ai mis une reverb plate. Alors elle est très discrète, par contre je vais quand même clairement rajouter de la reverb de première réflexion sur le tambourin également. Si on l'écoute en solo, ça donne ça. Et si on coupe le tambourin et qu'on n'écoute que le retour de l'effet, ça donne ça. Voilà, ce tambourin mérite un peu d'espace. Alors là, il est bien placé, mais il n'a pas du tout l'effet aérien du djembé. Hein. Donc pourquoi pas lui remettre une reverb longue. Alors là, j'ai mis une EMT 250. J'aurais pu mettre la même, mais j'ai essayé avec celle-là, je trouvais que c'était pas mal. Voilà,
Voilà, on sent bien que l'espace de la 250 est un poil différent de celle de la 224 qui a été mise sur la percu. Voilà, on le sent. Bon, déjà, il est pané un peu à gauche, et ensuite, il est... Alors, en fait, elle est envoyée au milieu, mais le tambourin est pané un peu à gauche. Donc, on peut tout à fait paner le départ, vu que la reverb elle rentre en stéréo. Voilà, si on isole ces éléments et qu'on n'écoute que leur retour d'effet, ça donne ça. Voilà, le tambourin il est là. Alors si on la renforce un petit peu en écoutant que les effets, c'est très pratique de pouvoir écouter les effets en solo. Voilà, le tambourin, je vais le booster à fond pour voir. Ok. Très fort, ça donne ça. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cet espace de reverb, en l'écoutant en solo, voilà, la 250, on pourrait presque la mettre légèrement vers la droite. Comme ça. Donc c'est des petits détails, mais au final qui vont faire que la spatialisation est beaucoup plus précise selon les éléments. Et donc voilà, en écoutant avec les sources directes plus les reverbs, ça donne ça. Voilà, on voit que la reverb dérive un poil vers la droite, alors que le coup lui-même est un poil vers la gauche. Donc même en le recentrant un peu, c'est pas mal, ça donne un espace intéressant. On a les maracas aussi. Alors eux, on va les rajouter. Il y a une petite EQ dessus. Bon, il n'y a rien de très exceptionnel. En général, c'est un peu de présence. Voilà, c'est un peu de médium qui manque souvent dans ces micros-là. Et alors là, j'ai essayé en la renvoyant dans la même reverb que le tambourin. Alors ça donne ça. Et un petit peu également dans la reverb de première réflexion. Alors c'est peut-être un peu beaucoup dans la 250. Les maracas, il peut la remonter un poil. Alors le tambourin, on peut le brighter un petit peu plus encore. Ouais. Remonter un petit poil, voilà. C'est pas mal ça. Donc la contrebasse, alors même combat, elle a été enregistrée avec une DI et 2 micros. Ce qu'il faut tout de suite vérifier, évidemment, c'est ces histoires de polarité. Pour pas se retrouver avec des choses qui sont à l'opposé. Bah voilà, d'accord. Donc la contrebasse DI, ça c'est la prise DI, et les prises micro sont complètement inversées, c'est-à-dire qu'elles sont à peu près alignées, mais inversées. Donc cette polarité, cette piste-là a besoin d'une inversion complète de polarité, ou alors c'est les deux du bas qu'on peut inverser. On va faire... Hop. Bah, c'était déjà fait, voilà. Donc là, elle est en polarité inversée. Et on va écouter... Et les deux micros en plus. Alors c'est up et down, moi je les ai un petit peu panoramisés. On peut les laisser au centre. En fait, ils sont assez proches l'un de l'autre. Voilà. Alors on se rend compte qu'il y a énormément de bas, hein, donc bon, un peu de nettoyage, coupe bas, etc. Ça fait jamais de mal. Et surtout, on sent les reverbs derrière. En fait, elle est un peu résonante cette contrebasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce plugin de chez SPL qui permet de baisser le sustain. En fait, c'est un peu le principe d'un expander ou d'un gate, mais pas vraiment, parce que la porte ne se ferme pas, mais ça baisse les parties résonantes. Donc voilà, on va écouter sur 1.
Ça c'est avec le traitement, ça c'est sans. Voilà, ça dégomme vraiment beaucoup les résonances. Donc j'ai mis le même, j'ai fait un copier-coller bêtement. J'ai pas tergiversé là. Alors ce qui est important, c'est quand même de faire gaffe au niveau. Voilà, on est pas mal. Donc même sans la DI, c'est intéressant. Et ça c'est la DI. Alors, c'est toujours moins beau la DI que les micros, mais bon. On peut voir ce que ça dit déjà avec le peu qu'on a fait là. Alors là, il y a des énormes écarts de dynamique dans la contrebasse. Voilà, c'est quelque chose qu'on va devoir gérer parce que on peut pas compresser chacune des pistes indépendamment parce que ça risque de jouer sur la balance de la stéréo, parce que si ce coup-là est compressé plus que l'autre micro, on va avoir un effet de balancier. Donc c'est là qu'on opte pour la solution du busing. C'est simple, on envoie tout dans le même bus. Donc entrée aux, c'est ni plus ni moins un bus. Ces 3 pistes vont dans le bus. Donc dans l'entrée aux, on va dire que c'est le bus, je sais pas, 3-4 par exemple. Ce bus-là récupère 3-4. Voilà. Et lui, il ressort donc sur la console. C'est en 7-8, je crois. Voilà. Donc maintenant, nos basses vont bien dans ce bus-là. Et on va l'appeler contrebasse. Contrebasse bus. Hop. Et donc là-dessus, on peut compresser. Ça compressera les 3 d'un coup. C'est vachement plus pratique. Moi, je vais tenter ça avec un Renaissance compressor de chez Waves. Voilà, très classique. Alors avec un release peut-être un poil plus long. Voilà. Elle est vraiment bien tenue déjà. Et alors elle est parfaitement au centre, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet de pièce. Donc pour simuler un peu un groupe qui joue dans un bon studio, c'est pas interdit de remettre des premières réflexions, par exemple la Dream Verb. Mais alors légèrement sur la basse, parce que sur le bas, en général, c'est pas terrible d'avoir trop de reverb, mais ça peut marcher. Alors ce qui est un peu gênant, peut-être, c'est qu'il y a trop de graves dans le retour de la reverb. C'est pour ça que dans les reverbs, il y a des EQ et que c'est quand même vachement pratique de pouvoir tailler un peu le grave. Voilà, j'ai envoyé très fort exprès. Voilà. Bon, évidemment, on va la mettre un peu moins, mais c'est intéressant. Voilà. Donc là, c'est vraiment le même son de pièce que la percu, donc ça peut pas ne pas marcher. Donc je la baisse un petit poil. Voilà. Et je rajoute la percu. Enfin, je rajoute le reste. Voilà, ça lui donne un côté beaucoup plus naturel et on a presque l'impression que le bassiste joue à côté du percu. On peut jouer aussi sur un effet de replacement, par exemple en coupant, en baissant un des 2 côtés. Par exemple. Légèrement à droite. Voilà. C'est léger.
Voilà, elle n'est pas pile au centre. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Et donc il nous reste les deux guitares qu'on va ouvrir tout de suite. Ok, c'est une guitare un peu arpège picking. Alors, là, évidemment, on serait tenté de faire un bus comme la basse. C'est pas bête parce que ça va permettre de les, même si on les compresse indépendamment, parce que là pour le coup c'est pas du tout le même jeu, c'est pas une guitare qui est doublée, c'est deux guitares qui jouent des choses très différentes. Et c'est peut-être même pas la même guitare, enfin on sait pas, peut-être même pas le même guitariste. Donc on peut busser ces deux guitares par précaution, voilà, c'est pas interdit. Donc bus, on envoie donc dans un bus disponible, le 5-6. Donc là, c'est le 5-6 qui est récupéré ici. Lui, il est bloqué dans la stéréo. Donc ça, c'est guitare, bus. Voilà. Donc les guitares elles vont là-dedans. Et puis elles sortent ici. Voilà. Parfait. L'avantage de les busser, c'est qu'on peut envoyer une reverb commune aux deux d'un coup. Ça va tenir compte de l'espace stéréo. On peut également compresser les deux ensemble. Mais ça n'empêche pas de les travailler déjà en amont indépendamment. Alors, j'ai une deuxième reverb que j'avais prévue pour les guitares. C'est la Lexicon toujours 224, mais c'est un autre moteur. C'est un small hole, sans prédélai, aussi avec un léger prédélai. Voilà. Ça leur donne un peu de naturel. C'est assez feutré, globalement ça rajoute pas de brillance. Les guitares sont assez ternes pour l'instant, mais c'est juste pour les gluer un petit peu. Voilà, si on écoute en solo l'effet, ça donne ça. Alors on entend une bonne séparation de l'effet dans le casque. On sent bien que la guitare left est à gauche et l'autre à droite. Pourtant, c'est des envois mono. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le départ lui-même, la guitare gauche, je l'ai envoyée à gauche dans la reverb. La reverb respecte la stéréo. Donc il faut penser à faire ça parce que si on met tout le monde au milieu, si tout le monde est envoyé par défaut au centre, la reverb finalement élargit, crée son espace de reverb, mais ça permet moins bien la localisation de l'instrument. Donc par exemple là, si j'écoute la guitare left avec son effet, voilà, là je le mets très fort, exprès. Si je respecte pas ce positionnement dans l'envoi, ça donne ça. C'est quand même très différent. Alors ça peut être un entre-deux comme ça. Alors, je vais l'envoyer moins fort, forcément c'était très très fort. Voilà. Voilà. Donc faut jouer sur ça, faut pas hésiter à écouter les effets en solo et jouer sur ces paramètres de positionnement du départ quand c'est une reverb stéréo, parce que si c'est une reverb mono évidemment ça changera rien du tout. Mais là en l'occurrence c'est des reverbs qui rentrent et qui sortent en stéréo, donc ça vaut le coup de chercher le bon spot. Donc ces deux guitares évidemment sont complètement dry. Il n'y a pas d'EQ, donc on va faire ça sur celle-là déjà. Je vais rajouter un tout petit peu de clarté. Donc c'est un shelve. Toujours un shelve. Hein. Vous voyez. Et en coupant au-dessus. Donc on coupe à 8 ou 10 pour éviter justement ces harmoniques suraigus qui vont être boostées naturellement par le fait qu'on utilise une courbe en shelve et pas une courbe en pic. Et ça permet d'avoir un shelve bien prononcé sans rajouter ces extrêmes aigus qui sont souvent un peu... qui une fois masterisés, ça devient moche quoi.
Renaissance compresseur. Alors là, c'est vraiment pour tenir un tout petit peu, pour calmer un tout petit peu les attaques. Voilà, ça c'est la guitare de gauche. Elle est envoyée donc dans la 224, la deuxième. Et également dans un délai que j'ai essayé. Bon, enfin c'est pas vital. Alors là, le problème c'est que c'est une espèce de répétition de la note. En fait, ça marcherait bien si on automatisait cet effet sur certaines phrases et pas d'autres, parce que ça devient un peu le brouillon. Cela dit, en la mettant pas fort du tout, ça peut marcher. Des fois, on peut essayer comme ça. Alors l'autre guitare. Alors là, c'est pareil, j'ai compressé légèrement, mais avec un autre compresseur, avec un de chez UA. C'est vraiment très très léger. Et après, j'ai équalisé aussi avec un SCSL, mais beaucoup. Très agressif. Alors ça, c'est des petites harmoniques aiguës qui ressortent par le boost aigu à 2 kg, mais il est peut-être un peu bas. Et alors les Dreamverb sur celle-là, ça vaut le coup parce que ça la glue un peu dans les percussions, etc. Hein. On va dire que c'est du live. On va imaginer que ce groupe joue ensemble. Donc voilà, on va écouter les deux guitares et voir si éventuellement sur le bus des deux guitares, ça vaut le coup de refaire une compression générale pour les deux. Ouais, alors faut voir en écoutant avec le reste de la musique aussi. Alors ça manque un poil d'articulation, c'est-à-dire que les arpèges, des fois il y a des petites notes qui disparaissent. Alors maintenant qu'elles sont toutes les deux légèrement compressées, on peut les recompresser un deuxième tour, mais sur le bus. Ce qui marche pas mal, c'est les compresseurs opto. Alors chez Telectronics, il y avait ces fameux LA2A. Enfin, il y a plein d'émulations, celles-là elles sont intéressantes. Chez UAD, ils les ont bien réussi. En général, sur les guitares acoustiques comme ça, ça marche pas mal. Ça tient un peu ça tient la dynamique sans qu'on entende vraiment le traitement. Alors il faut compresser entre 0 et 2 dB. Hein. Si on compresse 10 dB, évidemment, c'est un peu violent, mais là, c'est quasiment inaudible. Mais bizarrement, ça donne presque une sensation d'espace, alors qu'on a juste inséré un compresseur. Donc on va rester là-dessus. Et alors concrètement, on est presque au bout, là, ça commence à prendre forme. Il y a vraiment une information qui tend à manquer à l'écoute, c'est le débit des petites notes. Vu que les guitares font des arpèges et que tout le monde a tendance à faire un peu de la double croche, là, il faudrait faire remonter ces petits coups entre les coups forts, entre les coups de grave et les coups de main à plat. Alors comment faire ça? Avec des automations, c'est l'enfer. Donc c'est là qu'on va utiliser une technique de traitement parallèle. Alors c'est pas de la compression parallèle, c'est un ensemble de choses en parallèle. Voilà, donc la technique est simple, il suffit de dupliquer cette piste. Alors je l'ai fait tout à l'heure. Et de prendre donc cette partie-là. En gros, voilà, on isole cette partie-là. Et alors, évidemment, le but c'est on va pas le faire à la main, parce que ça serait un peu long. Quoi qu'on pourrait, mais d'atténuer au maximum les coups forts et de remonter au maximum entre les coups.
Alors pour ça, le Transient Designer de SPL est vraiment redoutable parce qu'il permet de jouer sur l'attaque et le sustain en fait. Donc imaginez que si je supprime l'attaque, voilà. En gros, il atténue énormément les pics et tout ce qu'il y a entre les deux, finalement, ça passe et le sustain, c'est-à-dire ces parties-là, sont naturellement reboostées. Elles sont un peu expansées, quoi. Oui, alors... ouais, ça amène quelque chose, mais c'est clairement pas suffisant. Maintenant, ce qu'on va utiliser... Alors, donc ça, c'est un traitement parallèle. C'est ni une compression parallèle, ni une EQ parallèle, c'est un traitement complet en parallèle, en fait. On supprime des informations de cette piste. Là, je vais l'étape d'après pour faire ressortir encore plus ces ghost notes là. C'est la distorsion évidemment. Alors sans forcer. Et on va éclaircir à l'EQ vraiment la partie haute. Et couper le bas parce que avoir ça en plus, c'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces informations-là. Et pour enlever encore plus la snare, donc je recompresse encore une couche. Donc c'est vraiment un traitement parallèle assez particulier, hein, puisque on essaye d'enlever des choses, faire ressortir d'autres choses, pour que dans l'ensemble ça fonctionne. Donc voilà, alors ça c'est avec. Alors là ça marche beaucoup mieux. Donc là si on enlève notre piste parallèle, voilà, on perd complètement le tch. On a vraiment gagné tous les petits détails du jeu au doigt. Donc ça, sans rajouter spécialement d'énergie, puisque voilà. Donc dans l'ensemble, avec les autres instruments, ça donne ça. Et maintenant, il faut trouver le bon niveau pour ce traitement parallèle. À quel niveau on va le mettre? Voilà, donc là ça me paraît bien. Bon, le mieux c'est de le faire tourner et puis de chercher même un peu à l'EQ, voir ce qui ressort, ce qui est important, ce qui nous manque. Par exemple en rajoutant du shelve aigu. Alors c'est intéressant, hein. Bon, il y a le souffle qui remonte un peu, mais bon. Donc en reboostant le shelve, on rajoute de l'énergie, donc il faut compenser par une légère baisse de niveau. Mais en tout cas, là, si on l'enlève, c'est difficile, quoi. C'est difficile à écouter. Voilà, là je l'enlève. On a l'impression d'un kick snare, mais sans le charlet, quoi. Sans le charlet dès qu'on l'enlève. Pourtant, quand on l'écoute en solo, il est là. Voilà, on l'a, mais avec les effets de masque des guitares, c'est perdu. Ça ressort pas du tout ces éléments-là. Donc le traitement parallèle, il résout le problème, vraiment. Donc c'est un Transient Shaper, plus de la distorsion, plus de l'EQ, plus de la compression en parallèle. Voilà. Plus une petite reverb pour être dans le même espace. Ouais, ça marche vraiment bien.
Bon, ça, on fait pas tout le morceau, mais c'était une partie isolée pour mettre en application un peu toutes ces recettes. Voilà, voilà, à bientôt.